Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la mémoire se construit et se transmet de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? Parce que, le futur est justement dans le passé et le présent qu'on ignore. De ce fait, la fin du régime de M. Denis Sassou Nguesso ou de l'après est dans le passé et le présent qu'on ignore. 2. Parce qu'un peuple qui ne partage ou ne transmet pas de manière intergénérationnelle la mémoire commune, plus ou moins consensuelle, bonne ou mauvaise, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie au négationnisme, à la guerre des mémoires, à l'oubli et n'oublions pas à la repentance. Bref, ce peuple-là sera toujours un peuple perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pour nourrir ce débat à la fois citoyen, patriotique, intellectuel et politique, je vais devoir vous diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à qu'est-ce qui s'est réellement passé historiquement dans notre pays entre le 5 juin et le 15 octobre 1997. La deuxième partie, quant à elle, sera consacrée au questionnement, aux causes et aux facteurs déclenchants ou aggravants de ce coup de force made in Sassou Nguesso, sous ordre de la France-Afrique. Et pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, moi, que si nous, individuellement et collectivement, nous ne prenons pas conscience du danger en cours et qu'il faut nourrir les débats, et nous allons d'ici l'affaire des siècles vivre quelque chose ou des choses qui vont se répéter plusieurs fois dans ce pays-là. Et donc, là, je vais vous donner les causes là. Ils sont endogènes et exogènes. Et les perspectives aussi pour que chacun puisse nourrir les débats. Je vous dis que je interviens en tant que citoyen congolais. Donc, en mon âme et conscience, en toute impartialité. Sans tribalisme, ni géopolitique et autres. Donc, vous connaissez mon sens de responsabilité sur le plan intellectuel. C'est comme si vous donnez une note de biologie ou de mathématiques à autre, vous n'avez pas donné 20 sur 20 parce qu'il est de votre tribu. Ou, non, non, c'est la note qui est là. Vous n'avez pas mérité ça, vous n'avez pas mérité ça. Ok, très bien. Bon, donc, enfin, la troisième et la dernière partie sera consacrée aux perspectives d'un côté de la chute inévitable de M. Denis Sassou Nguesso, puisque toute dictature a duré de vie limitée, et enfin, de l'autre côté, de l'après, au regard de ce contentieux historique non résolu. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui s'était réellement passé entre le 5 juin et le 15 octobre 1997 au Congo-Brazzaville? Je venais à peine de rentrer en France, j'avais déjà 5 ans de France. Voilà, j'avais déjà 5 ans de France. Bon, donc il s'était passé quelque chose de tragique dans notre pays. Une tragédie politico-militaire. France-Afrique. Ou plutôt, un coup d'État militaire France-Afrique imposé aux Congolais par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Eh bien oui. Mais ce coup d'État fut imposé à nous, ce que nous ne le savions pas, par le défunt président français Jacques Chirac, avec la coopération passive des socialistes alors nouvellement revenus au pouvoir pendant la période de cohabitation de 1997 à 2002. Souvenez-vous de Lionel Jospin, qui avait reçu Sassou Nguesso après le coup d'État en 1998. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ben oui, vous n'êtes pas un président de droit. J'attends un président de droit. Vous êtes un président de fait.
Un président de fait, c'était un président autoproclamé. Mais Lionel Jospin était peut-être contre ce coup d'État, mais il était Premier ministre, mais la diplomatie, tout ça, c'est la cohabitation, c'est le président de la République. Donc c'était Jacques Chirac, son ami. Et donc là, nous avions quand même constaté que, et quand il s'agit des enjeux France-Afrique, là, il n'y a plus de, il y a plus de gauche-droite. Hein. Ah oui, j'ai vu ça grave. Je croyais qu'à l'arrivée pendant le coup d'État, là, Lionel Jospin venait de prendre le pouvoir, le gouvernement socialiste, mais on a vu rien du tout. Donc, vous avez compris que quand il s'agit de ces enjeux France-Afrique, ne perdez pas votre temps à raisonner ces gens-là ici. Tous ces jours là-bas en Afrique. On regarde les enjeux France-Afrique. Bon, vous avez vu lendemain de ce coup d'État France-Afrique, sur place, au Congo, fut Denis Sassou Nguesso, les nérons tropicales. Ces individus-là, que l'on ne rencontre que tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. D'ailleurs, le capital d'essai de ce coup d'État sanglant France-Afrique imposé à nous et mise en pratique par Denis Sassou Nguesso avait déjà causé la mort de plus de 30 000 Congolais. 30 000 Congolais entre le 5 juin et le 15 octobre 1997. N'oublions pas qu'après ce coup d'État réussi, Sassou Nguesso s'auto-proclame président. Et après, il y avait eu des opérations Mouebara et toutes ces opérations-là. C'est bien détaillé, ces opérations-là. On parle de plus de 400 000 morts. Les opérations Mouebara de 1998 jusqu'à peu près 2000 ans. Voilà, donc avec les familles disparus de Beach de 1999. Donc on parle de crimes contre l'humanité jamais résolus, aucune résolution au niveau des Nations Unies. Et c'est depuis ce coup d'État que Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'y aura pas une force armée supérieure à lui, il ne cédera pas de piétiner ce peuple humilié, souillé, traumatisé, endeuillé et terrorisé. Et beaucoup sont exilés. Il est en train même de fracasser, il est en train de fracasser ce pays depuis ce coup d'État-là. Et donc, le pays est vendu à la découpe. Et ce n'est pas tout. Il faut se dire que là, il prépare déjà sa dynastie et beaucoup de choses comme ça. Donc, c'était vraiment, on est dans l'occupation. C'est un nègre, c'est un noir qui est venu s'acharner contre ce pays qu'il a tout donné, contre ce pays d'Afrique. Donc, vous imaginez, c'est l'incarnation qui est l'incarnation du mal. C'est ce qu'on appelle la honte de l'Afrique. Je ne sais pas quand les gens passent, ils les voient, ils les font. Je dis quand même quelque part, je dis, ah tiens, quand il y a des pouvoirs, les gens parfois perdent leur âme, leur conscience, ils sont plus humains. Monsieur comme ça qui a les sons dans les mains, mais là, on l'appelle président. Donc bref, qu'est-ce qui s'est réellement passé au Congo dès le 5 juin? Le retour au pouvoir et par les armes France-Afrique de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, les conséquences sont d'actualité et traverseront certainement ce siècle, puisque un tiers des Congolais est à l'étranger. Et les 2 tiers restés au pays sont réduits à l'indigénat, à l'esclavage, dans un pays qui est devenu un camp de concentration et une prison à ciel ouvert, où le gardien de ce camp de concentration et de ce cimetière reste la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici pour l'essentiel de ce coup d'État France-Afrique. Rappelons qu'au cours de ces 25 dernières années, le Congo, Brazzaville et notre peuple figurent au premier rang des pays France-Afrique ayant subi vraiment la France-Afrique. C'est-à-dire en termes de capital humain, après le génocide rwanda, faites vous-même la lecture de la période de 1997 à 97 à nos jours. Donc si vous cherchez tous ces pays-là, vous trouverez toujours le Congo au premier rang. Les capitales décèdent de plus de 400 000 morts. Et il est encore là. Il continue à piétiner.
avec ce qui s'est passé de 2012, de 2016 et autres qui continuent là, en toute impunité. Mais quoique, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, vous le savez très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons maintenant la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la mémoire de ce coup d'État France-Afrique au Congo. Il y a les causes. Elles sont de deux catégories. Il y a les causes endogènes, l'intérieur du pays, et exogènes, de l'extérieur. D'abord, les causes endogènes. Parmi elles figurait déjà la personnalité profonde du putschiste Denis Sassou Nguesso. En effet, celui-ci a 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Le mensonge, quand il disait que quand la Constitution est bafouée, les démocrates doivent prendre les responsabilités. Est-ce que prendre les responsabilités, ça allait faire le coup d'État? Regardez lui-même. La Constitution votée par le peuple en 1992, le 15 mars 1992. Et puis celle votée par lui-même, qu'il a imposée aux Congolais le 20 janvier 2002. Mais il les a tous bafoués. Regardez, il a fait encore une autre constitution le 6 novembre 2015. Bon, donc c'est un putschiste. Donc la constitution, quand elle est bafouée, les démocrates doivent prendre les responsabilités. Après avoir foutu les bazars dans le pouvoir de Lissouba, il vient dire qu'il veut être démocrate, que Lissouba voulait bafouer la constitution. Certainement pas. Donc c'était des trucs comme ça. Donc vous voyez qu'il est dans le mensonge. Donc le mensonge, c'est là, quand vous voyez le Congo, depuis que Sassou Nguesso, ce pays, est devenu une grande cour de récré, de mensonges, d'État, au niveau administratif, au niveau tout, il n'y a plus d'État, vous imaginez. Bon, la deuxième de ces maladies mentales, au rapport avec ce coup d'État, c'est sa mégalomanie. On est bien d'accord. Et donc là, Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Il sait bien qu'il pense qu'au moyen de l'État, le moyen de l'État, c'est avoir le pouvoir. Quand vous passez votre temps à discuter sur ça, pensez à être à la place de Sassou aujourd'hui. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Sassou, c'est comme ça, il dit, moi, c'était être à la place de Lissouba. Il est arrivé par la force. Donc, vous, individuellement et collectivement, au niveau civil, politique et militaire, si on veut sauver ce pays, pensez à dégager Sassou Nguesso. La mégalomanie de Sassou Nguesso, là. Il a le rêve imaginaire des pouvoirs éternels. Et parce que ce pouvoir-là fut confisqué par la démocratie en 1992, après la conférence nationale et la période de transition. Donc il n'avait pas digéré ça. Et on fait son cynisme. Parce que, attendez, tous ceux qui l'ont aidé, le fait passer pour qu'il reste en vie après la conférence nationale et la transition et autres. Mais après, il les a tous... beaucoup ont été éliminés, mais le coup d'État, depuis le coup d'État, il en a perdu, il en a assassiné un tiers de ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Un tiers. Et les tiers, c'est des gens qui ont été déclassés, mais ils reçoivent du pécule. On dit, bon, tu perds ta liberté, ta dignité, mais on te donne l'argent, tu es là, tranquille au pays, tu viens, voilà. Donc il y a des gens comme ça. Et les un tiers restants qui continuent à les servir. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs, parmi les causes endogènes, figure, déjà sa traversée du désert, il n'avait pas digéré ce qui s'était passé là. On a dit que quand vous parlez à Sassou Nguesso, dialogue, non pas dialogue, vous parlez à Sassou Nguesso le mot transition, il n'aime pas ça, parce que ça lui donne la mémoire des arts. Ça veut dire que son hippocampe fonctionne bien, parce que dans le cerveau, nous avons deux organes, au niveau des systèmes limbiques, il y a l'amygdale et l'hippocampe. L'amygdale, c'est la mémoire courte, mais la mémoire longue, c'est l'hippocampe. Donc l'hippocampe a des situations qui sont à retenir que ce qui s'est passé, l'humiliation de 1991 pendant l'avènement de mai 10 juin 1991, j'étais là. Hein. Donc, vous voyez déjà, donc on voyait ça, donc attendez-les, vous allez souffrir, voilà. Donc vous imaginez. Donc il se projetait déjà là. Et donc il n'avait pas digéré ça, la traversée du désert. Parce que s'il n'y avait pas sa fille, sa défunte fille, la femme de l'ex-dictateur du Gabon, Omar Bongo, paix à son âme, s'il n'y avait pas sa fille là, et puis la France-Afrique, et n'oublions pas les transférés du PCT qui étaient réfugiés dans le pouvoir de Lissouba. Sassou Nguesso ne sera plus en vie.
il y avait dans ce pays, il y avait ce pays, on connaît bien, il y avait un tiers cherchant à l'éliminer. Dès qu'il fait l'entour, le moyen qui meurt, qui crève. Il y avait un tiers qui est en prison. Mais c'est le tiers restant qui l'ont sauvé. C'est-à-dire les transferts du PCT et tous ceux qui ont été noyés dans les corruptions et autres. Donc ils ont roulé l'Issouba dans la farine. Bon, le rêve, voilà. Donc c'est le rêve là de l'Issouba que je vais vous en parler. Et deuxièmement, vous imaginez que c'est aussi parmi les causes endogènes. Il y a aussi les familles nombreux enfants adultériens. Mais nous, ça soit arrivé au pouvoir. J'étais au collège, non? J'ai fini le collège. Bon, mais on ne savait même pas qu'il y avait tous ces enfants-là, adultériens. Attends, Sassou Nguesso 1, c'était le baby boom clandestin. Et quand tous ces enfants-là, ils pensaient à ça, que, ah tiens, beaucoup sont déjà dans l'adolescence. Et en 1990, beaucoup étaient déjà dans l'adolescence, d'autres étaient déjà depuis l'année adulte, mais sauf les deux qui étaient déjà de mon âge. Hein. Bon. Et donc, attends, donc il fallait, non, ils pensaient ça. Comme ces enfants-là, si je serais plus malheureux, donc il faut que ça motive, hein, ça motive. Donc la motivation les causes endogènes de ça suffit d'abord personnel. Je pense que c'est personnel au regard de ces trois maladies mentales et de la dimension sociale ou familiale ou autre qui voulait vraiment que, attends, voilà, ça se voit depuis le coup d'État. Il a transféré ce coup d'État jusqu'à maintenant au niveau du clan, au niveau de ses enfants, petits-enfants. Et pour combien de temps encore? Donc voilà pour l'essentiel des causes endogènes de ce coup d'État contre l'intérêt général. Donc moi je pense que pour mon âme et conscience, hein, donc il faut une motivation. Donc il a perdu le pouvoir en 1992, il s'est trouvé isolé, il a peur de perdre sa vie ou d'être humilié. Donc il va se structurer avec les enjeux, avec l'aide de la France-Afrique et des réseaux de sa fille, de cette fille Omar Bongo au Gabon. Et donc il va travailler ça avec la naïveté et la passivité des Congolais. Et on profite de ça parce qu'il a l'issue des détails. C'est un jeu cérébral. Ça se joue avec ce pouvoir-là comme un jeu cérébral, un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. Donc on fait tomber les pions et on couronne les pions, on les fait déplacer à volonté. Donc il a joué à ça. Donc vous continuez à jouer. Ah oui, on a maintenant le pouvoir et on le fait, mais vous êtes dans la naïveté. Donc dès que vous êtes au pouvoir, vous savez que vous représentez le peuple, vous représentez la nation, l'intérêt général. Donc il n'y a plus de motion là, ni d'appartenance là. Vous êtes dans le sens de l'intérêt général, la raison. Donc voilà, ça soit à jouer à ça et tous se sont fait piéger. Et depuis déjà la conférence nationale jusqu'à nos jours, tout ce monde-là, il y a les tiers qui ont déjà perdu leur vie. Même ceux qui n'ont jamais été CSHO, qui ont perdu, ils les ont tous éliminés après. Tous les gens de la conférence nationale, ou même la transition, tout ça. SASU les a éliminés. Parce qu'il est rancunieux. Donc, vous avez tout compris. Bon, décryptons maintenant à présent les causes exogènes. Elles sont 100% France-Afrique. Ben oui. Historiquement, l'Issouba arrive au pouvoir en 1992. Il y avait l'accord ou même la participation de la France-Afrique. Qui avait dit, bon ben écoutez, bon, on laisse passer, on laisse l'Issouba. Mais il savait que l'Issouba devient un patriote. C'est un professeur, c'est un bac plus 12, je sais pas. Mais écoutez, il a compris. Mais là, déjà non, c'est pas quelqu'un malléable. Et c'est là qu'il va commencer ses ennuis. Donc au niveau exogène, la France-Afrique va être confrontée au régime de l'Issouba, et surtout pour son cheval de Troie Total, c'est-à-dire la cheval de Troie de la France-Afrique énergétique, le pétrole. Et c'est là que va être le divorce, le commencement du divorce entre le professeur Pascal Lissouba et la France-Afrique. Et là, ça va commencer là. Et donc, Sassou Nguesso va être réactivé dès 1994. Même pendant ces troubles-là de 1993-94. Donc, il va être là au cœur de l'enjeu pour commencer à préparer déjà le terrain. Donc, sur ce point, la France-Afrique a joué beaucoup contre l'avènement de la démocratie au Congo-Brazzaville. Parce qu'il cherchait un pion. Mais le pion là, celui que quand l'Issouba arrive, c'est pas bon. Et donc, Sassou Nguesso, comme il n'aime pas ce peuple et ce pays, il va en profiter là et réactiver les réseaux. Et la suite, on les connaît. Donc, pour ce faire, Total, au niveau déjà exogène France-Afrique, Total va déjà corrompre beaucoup de transferts du PCT qui ont fui
Le pays était logé, c'est le Souba, mais il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de train de vie et autres, non. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils vont jouer un rôle important dans la déstabilisation du régime de Pascal Lissouba. Et notons au passage que dans cette corruption de masse, et beaucoup vont se laisser convaincre facilement, même au sein du pouvoir de Lissouba. Donc les gens étaient venus là-bas, pas par conviction ni par autre, mais il y avait beaucoup d'opportunistes, quoi. Il était entouré d'opportunistes, en fait. Et deuxièmement, il faut se dire que Total, hein, a joué un rôle important au niveau sous-régional. Déjà, il sait bien que le régime en place a les armes, a les moyens de l'État et autres. Très bien. Donc, Total, à travers les réseaux Force Afrique, ils vont, euh, acheter beaucoup de, c'est-à-dire convaincre des réseaux périphériques pour venir attaquer la démocratie naissante. Donc vous avez par exemple Idriss Déby du Tchad, paix à son âme, au Tchad, au point de vue l'appui militaire. Au Gabon, ce fut l'appui financier et politique. On est bien d'accord? En Angola, ce fut l'appui militaire, puisque Angola devenait le deuxième pays producteur de pétrole du continent. C'est Total qui exploitait ça. Donc, il avait, voilà. Donc, elle avait roulé Dos Santos. Et Dos Santos, ils pensaient que, bon, ben, comme ils ont une dette morale, c'est-à-dire l'Angola, jusqu'à la fin de l'Angola, il y aura une dette morale envers le Congo-Brazzaville, surtout pour le Perron marin. Parce que nous étions la base arrière militaire de l'indépendance de l'Angola en 1975. Et donc, ce fut Maringouin. Mais les Angolais, depuis Dos Santos et même jusqu'à tout ce monde-là, ils se sont fait rouler dans la farine. Ils croyaient que c'était Sassou qui organisait ça. Sassou devient ministre de la Défense. Après avoir fait semer des coups bas et coups tordus, tuer, des mouvements M22 et tout ça. Il change son nom. Il s'appelait Sassou Deni. Et en 1975, il met maintenant Sassou Nguesso. Il veut congoliser son nom. Et après, il devient ministre de la Défense. Et 2 jours après, il tue son mentor. Mais là, en 1975, l'Angola est déjà indépendant. Ce n'est pas Sassou qui a aidé à l'indépendance de l'Angola, c'est Marin Ngouabi. Et donc, il faut en tenir compte ça. Il a roulé les Angolais. Et jusqu'à présent, les Angolais, même Joao Lorenzo aujourd'hui, qui sont en tension, ils se disent, ah oui, on s'était fait voir par Sassou Nguesso. Donc, vous imaginez, il joue le rôle de l'homme de paix. Non, il n'est pas l'homme de paix. C'est un pompier purement qui n'aime pas l'Afrique, ni... Voilà, donc vous avez tout compris. On vous a décrit ces 3 maladies mentales. Bon, l'Angola va jouer un appui, sera l'appui militaire très important. Et vous allez le savoir, vous allez le comprendre, surtout à partir du mois d'août, là où tout commence à basculer. Ça bascule avec la rentrée de l'Angola. Et donc, l'Angola va apporter un appui militaire très conséquent jusqu'à la décision finale ou à l'assaut final autour du mois d'octobre 1997 et l'éviction du régime et tout le monde se barre et autres. Bon, ils vont damer les pions certains pions des prisons dessus. Donc la conséquence, on le connaît, donc il y a eu des morts d'hommes, il y a eu beaucoup de choses, c'est des dégâts vraiment, désolation. Bon, donc ça c'est côté angolais. Mais il y a aussi les ex-FAD, les ex-forces armées zaïrois de Mobutu. Ils en ont pris aussi là-bas. Et n'oublions pas les Hutus rwandais après les génocides de 1994, ils avaient fui au Congo, donc on avait pris ces gens-là. Donc tout ce monde-là, ils vont se battre, donc ils vont constituer une force. Donc c'est-à-dire l'armée congolaise était maintenant, c'est-à-dire en côte, c'est 1 sur 5. Donc l'armée congolaise se battait contre 5, c'est-à-dire la force de 1 sur 5. Donc seul contre 5. Vous imaginez. Mais ça a tenu quand même 5 mois. C'est quand même bien l'armée de Moukoko de 1987 à 93. C'était bien, il a réformé ses armées. Hein. Ils se sont battus contre les armées étrangères et les mercenaires et autres. Donc le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda. Et donc pendant 5 mois, vous imaginez, 30 000 morts, pas pour rien. Et donc là, comme ils étaient trop forts, et donc ils ont... avec les complicités aussi au sein du régime, et beaucoup ont cédé, bon alors que c'est fait la défaite. Historiquement, la France fut attaquée par l'Allemagne pendant la débâcle de juin 1940.
il a fallu comme moins de mois, même pas un mois. Mais là, plusieurs armées sont venues nous attaquer. Et donc, voilà. Donc, voilà pour l'essentiel des causes exogènes. Alors, quels sont les facteurs euh, déterminants et ou aggravants de ce coup d'État? Quels étaient les facteurs déterminants et ou aggravants de ce coup d'État? Historiquement, personnellement, et, et comment on appelle ça? Et au niveau citoyen, hein. Donc je vous dis que sur toutes les partialités. D'abord, les facteurs déterminants. Les facteurs déterminants, c'est d'abord le bilan économique de Denis Sassou Nguesso I, de 1979 à 1992. Le pays était surendetté, ruiné et autres, alors que le pétrole coulait à flot. Nous étions le 4e ou 5e pays producteur de pétrole à l'époque. Maintenant, on est descendu, on est monté, on doit être 4e. Et le pétrole coulait à flot. On était le programme FMI et autres. Mais on ne sait pas où partait l'argent. Mais c'est la DN France Afrique. On est bien d'accord. Donc le pays était ruiné. Il n'y avait plus d'argent. Les fonctionnaires pas d'argent. Pas ceci. Donc le pays, la France Afrique bloque l'Issouba par rapport à ces... Voilà. Donc c'était vraiment difficile pour la... Donc les populations ne commençaient plus à... Donc j'ai dit, moi, attends, même Sassou Nguesso, il n'y avait pas assez de retard, de salaire. Mais là, maintenant, là, donc il y avait beaucoup d'oxydes de la merde. Vous imaginez le futur, c'est plus ou moins le passé et le présent qu'on ignore. Donc ce que vous allez vivre de la paix Sassou, ce sera peut-être la photocopie, pire encore, de ce que l'Issouba a vécu. Donc d'où l'intérêt d'être citoyen et se battre maintenant et faire partie de ce monsieur-là. Parce qu'il n'est que de passage sur terre. Il n'est pas éternel, il n'est pas Dieu. Mais vous, individuellement, collectivement, toi au niveau civil, politique et militaire, et de vos enfants, petits-enfants, vous galérez dans ce pays à cause d'un individu seulement, qui est là, parmi nous, qui continue à nous narguer. Et donc, ces causes-là, les facteurs déterminants, c'était les conditions sociales. Donc, il y avait des salaires, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Et donc, comment trouver l'argent où? Donc, l'acrobatie. En plus, ils sont allés provoquer la France-Afrique avec augmenter la rémunération au pétrole, hein, qu'au lieu de que ça soit 5%, 15, 17 ou combien de pourcents, donc il a fait monter ça, et donc la France n'a pas accepté ça. Et donc tout ça, c'est fait des conflits. Donc ça, les facteurs économiques et sociaux, se fait les déclencher quelque part. Les gens n'y croyaient plus. Comme les Congolais, bon, ils n'ont pas le son de son citoyenneté, ils ne comprennent pas, on n'a pas expliqué que voilà ce qui se passe, ce qui se décide, c'est ce que vit aujourd'hui beaucoup de pays comme au Mali. Donc c'était comme ça. Donc ça, je pense, moi, c'était le facteur. Et donc pour les étudiants, moi qui étais rentré en France pour étudier, après avoir enseigné au lycée, je venais là les années 92, 93, là c'était galère. Hein. Il y avait les bourses, c'était acrobatie. Pour nous payer la bourse, c'était l'acrobatie. Et donc, mais pays riches, producteurs du pétrole. Mais regardez Sassou Nguesso 1. Donc ça a bloqué, hein, ça fait beaucoup. Hein. Donc quand on vous coupe, il va voir la France, non, il va négocier avec les Américains pour faire passer pour un peu d'argent. Et là, la France est en colère. Et donc, vous voyez déjà ça. Bon, donc vous voyez que... Et donc, maintenant, bon, il y a eu aussi, parmi les causes, comment on appelle les causes, les facteurs déterminants, il y a eu aussi les erreurs du professeur Pascal Lissouba. Ben oui. Et bon, déjà, il avait dévié à 180 degrés les acquis de la conférence nationale. Par exemple, la garde présidentielle, bon, beaucoup des acquis, bon, beaucoup qu'elle avait créé les milices, les Nibolèques, bon, il y a eu aussi les doubles jeux. De beaucoup de gens dans le pouvoir, et surtout Bernard Kolela, père son âme, a joué un double jeu très néfaste pour le pouvoir de l'Issouba. Et donc, au bénéfice des Sassou Nguesso, donc on voit bien, c'était pas bien. Ça, les facteurs déterminants. Maintenant, les facteurs aggravants. Moi, je pense que parmi les facteurs aggravants, il y a une endogène et l'autre exogène. Endogène, ce fut le Gabon. Parce que le Gabon a été choisi pour aller régler ce contentieux entre Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Mais Pascal Lissouba n'était pas parti là-bas. Donc il avait déjà signé son arrêt de mort. Il a plutôt allé vers le Rwanda et autres. Voilà. Deuxièmement, il y a eu aussi le facteur exogène. Donc la France, dès 1992, avait aidé Lissouba à revenir au pouvoir. Mais il avait compris que non, ce monsieur-là, il est trop... Non. Donc il avait dévié
virer à 180 et laisser Lissouba dans la merde. Et jusqu'à ce coup d'État. Enfin, la troisième et la dernière partie de cette vidéo est consacrée aux perspectives d'un côté de la chute de Sassou et de l'autre côté de l'après. D'abord, la chute de Sassou. Je pense qu'elle sera par les armes, soit par un coup d'État militaire salutaire ou de palais. À défaut, il meurt au pouvoir et nous rentrons dans une période longue de défis permanents. Il a pu faire ça, il a pu faire ça et partir du front. Donc ça, c'est dangereux. Si Sassou n'est pas arrêté et jugé ou autre, ou humilié ou autre, il est certain, je suis un visionnaire. Souvenez-vous des histoires d'Adolf Hitler. 22 ans après l'humiliation de l'Allemagne par la France en 1918 et la conférence Société des Nations en 1922. Mais après, il avait humilié. Donc on peut mesurer d'émotions historiques de l'humiliation. Et d'ailleurs, quand les Occidentaux parlent de la Russie, là, ils disent qu'il ne faut pas trop humilier la Russie parce qu'à long terme, les Occidentaux vont payer ça. Donc vous imaginez ça. Donc il ne faut pas humilier les gens. Donc Sassou Nguesso, il faut se dire que sur le plan, le plan de l'après Sassou Nguesso, si et seulement si il n'est pas jugé ni condamné, c'est perdu d'avance. Enfin, l'après dépend, l'après qui va arriver va dépendre de ce que le clan va prendre comme décision. L'intérêt général ou continuer comme ça, mais les couteaux sont tirés, 99% de victimes, et ces victimes-là seront un jour au pouvoir. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc s'ils ne sont pas conscients du danger, donc c'est à eux. Donc voilà pour la parenthèse de cette histoire. Mais c'est un contentieux qui est historique, qui n'est pas encore résolu, et que beaucoup de victimes sont au pays, d'autres sont à l'étranger, donc ils ont construit cette mémoire au sein des familles, au sein des clans, mais on ne sait pas comment va-t-elle sortir cette mémoire. D'où l'intérêt de le mettre hors d'état de nuit et trouver le processus de transition et pour qu'on puisse réparer ça avec les journées de devoir de mémoire, la commission réparation, vérité, les institutions nouvelles, les biens mal acquis et tout ce qu'on a dit. Hein. Donc il faut aller dans ce sens. Mais il faut aussi tenir compte que l'après Sassou Nguesso risque d'être tumultueux, c'est-à-dire ce pays-là risque de rentrer dans la permanence de l'instabilité chronique. Si ce contentieux n'est pas résolu, ou même chaos, ou même perte, nous pouvons perdre même le Congo. C'est prévisible. Parce que ce qui se dessine là risque d'arriver dans une situation, nous pourrons nous retrouver dans la situation soit de la Centrafrique ou de la Somalie, ou même de la RDC, et autres, c'est prévisible. Mais la faute à qui? C'est à nous-mêmes. Donc c'est à vous, civils, politiques et militaires, à l'intérieur du pays, de prendre votre responsabilité pour le dégager. Nous, dans la diaspora, on ne constitue pas un pouvoir ni un contre-pouvoir. Nous constituons que les moyens de pression contre ce régime qui ne cesse d'humilier, piétiner et tuer les Congolais. Et pour combien de temps encore? Tokolonga, à bientôt. Prenez votre responsabilité au niveau militaire pour les dégager et retrouver et restaurer ce pays-là ensemble. Merci beaucoup.